Allez, bienvenue sur Enfin Bon. On est de retour. J'ai l'impression que nous ne nous sommes pas vraiment quittés. La page n'était pas tournée, en effet, ce n'était qu'une parenthèse cet hiver. C'est vrai que l'hiver a été long, l'hiver a été sans F1. On a dû s'alimenter de petites news anecdotiques qui vraiment nous intéressaient pas vraiment. Mais on reprend vraiment le sport automobile et surtout cette nouvelle saison 2026 avec ces changements de réglementation. Je voulais faire un podcast, je ne l'ai pas fait, sur la pré-saison parce qu'elle a quand même conditionné ce Grand Prix. Je trouve que c'est la grille de lecture, en tout cas entre la pré-saison et le résultat de ce Grand Prix d'Australie, a été assez clair. Il n'y a pas eu de surprise en fait, hein, honnêtement, avec des Mercedes et des Ferrari devant, avec des McLaren et des Red Bull un peu en retrait, mais quand même dans ce quatuor de tête, et puis avec une Aston Martin complètement à la rue. Et on va forcément faire un gros volet sur cette problématique qui est l'écurie qui déçoit, hein, la Cata. Et puis on va évidemment décortiquer un petit peu les changements de réglementation, comment ça a été mis en place, qu'est-ce qui a été dit évidemment avant, comment cette réglementation nouvelle est hyper impactante, le plus grand changement qu'on ait eu en F1 honnêtement depuis 20 ans, sur cette nouvelle réglementation qui lance une nouvelle ère, finit l'ère des voitures à effet de sol qui n'aura pas donné du tout ce qu'on voulait. On va décortiquer l'avant, l'après, le pendant, ce qui s'est passé et pourquoi ces décisions ont été prises. Et puis, qu'est-ce que ça a donné finalement pendant ce Grand Prix d'Australie, dominé et comment dire, avec une conclusion à la George Russell, attendu au tournant. George qui a délivré et qui est venu chercher cette première victoire de la saison pour un doublé Mercedes qui annonce la couleur Mercedes pour cette saison, qui est annoncé favori avec George Russell. Et ben écoutez, on va se régaler. La saison 2026 est lancée et on attaque tout de suite. Et c'était Enfin Bon, bien sûr. Afin de démarrer donc cette nouvelle saison, il faut avant tout comprendre le réglementation, le changement, le virage, comme on dit, qui a été pris évidemment. Donc on a fini avec ces voitures à effet de sol. Alors il faut essayer de comprendre l'ère qu'on a terminé avant pour essayer de comprendre ce qui a été mis en place maintenant, évidemment avec cette part de l'électrique qui a pris une importance capitale maintenant en Formule 1. D'abord, on est passé par des voitures à effet de sol. Pourquoi ? Parce qu'on avait des problématiques en Formule 1 de dépassement. Voilà. Évidemment, le but, c'est quand même de permettre du spectacle. Donc, si une voiture qui est plus rapide reste bloquée derrière une autre pendant très longtemps, ce qui est souvent le cas en Formule 1, ce qui était souvent le cas parce que on avait des problèmes de dégradation pneumatique avec l'air qui se dégrade derrière une voiture. On a essayé de trouver une solution. Donc on a eu cette période de voitures à effet de sol de 2022 à 2025 compris, où on s'est dit on va agrandir un peu les voitures, ça leur permettra d'avoir une plus grosse accélération dans les virages aussi, peut-être des dépassements dans les virages, et on s'est surtout dit qu'au niveau de la conception de la voiture, on allait détourner les flux d'air et permettre justement aux voitures de se suivre pour se dépasser. Sauf qu'en fait, cette ère-là qu'on a terminée, il faut la comprendre évidemment pour comprendre la mise en place de celle-ci, et cette ère-là hybride qu'on a terminée, à effet de sol, elle n'a pas fonctionné parce que dès le début, on a eu un gros problème qui a été le porpoising. Donc porpoising, ça a été ce fait que la carcasse vienne frotter le sol et vienne du coup faire des rebonds, on se rappelle, quand l'air a été lancé. Donc des problèmes de sécurité, des problèmes de mal de dos pour les pilotes forcément, et puis des secousses en fait en permanence qui ont créé des grosses problématiques déjà dès le démarrage à effet de sol. Et puis il y a une deuxième problématique, et c'est la problématique majeure, c'est que lorsqu'on a mis ça en place, évidemment, au-delà du fait d'amener plus de vitesse dans les virages, ces voitures beaucoup plus larges, beaucoup plus lourdes, eh bien en fait les écuries, même si le règlement est fait pour que les voitures évitent de recracher leur air sale, viennent perturber aérodynamiquement l'air de leur
concurrent qui les suit, eh bien, en fait, les écuries ont trouvé un moyen de rediriger cette aire à chaque fois systématiquement à l'arrière. En même temps, on peut pas leur en vouloir, hein. Leur but, c'est quand même d'être arrivé premier à la fin. Donc, s'ils peuvent perturber l'air des autres, en gros, les équipes ont joué le jeu, mais pas joué le jeu. Elles ont respecté le règlement, mais leur but, c'est quand même d'arriver premier. Donc, elles ont trouvé un moyen, évidemment, de rediriger les flux d'air euh, qui perturbent le suivi d'une voiture. Et on s'est retrouvé dans un schéma encore qu'on connaît. C'est-à-dire qu'une voiture suit une autre, elle a des perturbations aérodynamiques, elle n'arrive plus du coup à exploiter sa fenêtre de pneus idéale. L'adhérence, elle perd beaucoup d'adhérence. Elle surchauffe ses pneus et finalement, elle n'arrive plus trop à dépasser. Elle a une fenêtre de tir de dépassement qui est très courte. Et ça, on l'a subi du coup pendant cette ère à effet de sol et en fait, ça a été une déception. Mais j'ai envie de dire, la F1 a essayé. Je pense que la plus grosse connerie qui a été faite sur ce choix, ça a été d'élargir les voitures. Ça, pour le coup, et les alourdir, ça n'avait pas de sens. C'était une grave erreur. Et on est en train de rétro-pédaler donc sur cette nouvelle réglementation. Et on la comprend du coup, cette nouvelle réglementation. On a donc réduit les voitures et on est passé sur un format beaucoup plus électrique. Pourquoi? On est venu supprimer ce DRS, pareil, ce DRS qui a été introduit pour le coup il y a assez longtemps, 10-15 ans, je sais plus. C'est pareil, hein, la F1 n'a pas existé tout le temps avec le DRS. Le DRS, c'est quoi? Pour bien mettre à jour, hein, c'est un système qui permet, quand on est à moins d'une seconde d'une voiture, d'ouvrir tout simplement l'aileron arrière, donc d'avoir une opposition d'air plus faible, et on vient amener de la vitesse et dépasser en fait la voiture devant. On le fait quand on est à moins d'une seconde de la voiture derrière, donc ça permet en fait artificiellement, hein, clairement, de venir dépasser. Cette année, on a décidé donc de passer à une part d'électrique beaucoup plus importante, puisqu'on était à 70 essence, 30 électrique, maintenant on l'a complètement inversé. L'électrique a une part très importante, évidemment l'hybride fonctionne toujours et on a une recharge de l'électrique, mais on peut avoir des petits boutons push un peu sur le même système que le DRS, qui permet, lorsqu'on est à moins d'une seconde, d'utiliser un espèce de turbo boost électrique pour avoir une puissance supplémentaire pour venir dépasser l'autre. La grande différence avec le DRS, c'est que le DRS, c'est un aileron qui, lorsqu'il s'ouvrait, mettait beaucoup moins d'adhérence sur le sol, et en fait, on ne pouvait pas se permettre de le mettre dans les virages, parce que la voiture perdait trop d'adhérence et elle aurait fini dans les choux. C'était le cas notamment sur certains incidents où le DRS restait ouvert, et du coup, pas assez d'adhérence, la voiture partait en tête à queue dans les virages. Là, donc, on avait imposé des zones de DRS où on dépassait. Là, on n'a plus cette contrainte-là, puisqu'avec ce petit boost-là, on passe. Alors, il y a évidemment des gens qui ont dit mais ça reste artificiel, c'est un peu un champignon dans Mario Kart. En quoi le DRS n'était-il pas artificiel? On remplace quelque chose d'artificiel par quelque chose qui l'est tout autant. Moi, ça ne me pose pas de gros problèmes sur ce sujet-là. Et on a aussi une partie importante, donc cette récupération électrique. Et on va venir, en fait, dans les virages, récupérer une partie de l'énergie pour la réutiliser. Tout le système, globalement, électrique a pris une importance, on va dire, beaucoup plus grande. Et les voitures ont donc diminué de taille, ce qui est important, ce qui va permettre logiquement, on rétropédale sur les deux, ça nous permet logiquement sur ces deux aspects-là de créer plus d'espace, plus d'opportunités de dépassement. Mais, ce système électrique, évidemment, il prend une part très importante désormais, puisqu'il va falloir faire en sorte que en fait, cette batterie elle soit toujours chargée, parce que si on est à vide contre quelqu'un qui est à plein, on n'a absolument aucune chance et le différentiel de vitesse va être énorme. Et c'est un peu tout le cœur du sujet, je pense, évidemment, de ce début de saison. D'abord pour des raisons de sécurité, évidemment, parce que si on a un moteur électrique avec une charge pleine contre un moteur complètement vide, à certains endroits hein, de dépassement ou au départ, par exemple, on va y venir, ça crée évidemment des problèmes de différentiel de vitesse sécuritaire, évidemment, pour les pilotes à venir. Et puis aussi, faut que les voitures elles puissent terminer par ralenti, qu'elles ne soient pas arrêtées, etc. Mais bon, globalement, on va y venir. Cette saison, je trouve, en tout cas, cette réglementation est très intéressante. Elle creuse un sujet qui est pas mal. Alors, on passe sur un format qui est électrique, qui est très drôle, parce que du coup, beaucoup de médias ou d'interviews qui ont été menées en disant, très critiques évidemment les pilotes sur ce système-là, parce que c'est quand même assez artificiel, qui ont fait un rapport avec avec la formule électrique, la FE, qui a été mise en place
en 2014, je crois, que personne regarde, hein. Faut savoir quand même que la FE n'intéresse pas grand monde. On a eu un interview quand même de Luca Di Grassi, qui est l'un des pilotes de la Formule électrique, qui est venu nous expliquer que les pilotes de F1 allaient en Formule électrique parce que du coup la part d'électrique était devenue très importante en Formule 1. Mais il y a un problème total dans cette manière de penser, Lucas. Déjà, il y a plein de choses qui vont pas. Le premier, c'est que la Formule électrique, déjà, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas grand monde qui le regarde. L'audience, elle est extrêmement faible. Le but de la Formule électrique, c'est juste d'être tout électrique. Voilà. Quand on regarde les pilotes d'ailleurs qui sont en Formule électrique, je vous invite à regarder la liste, c'est des pilotes qui ont une carrière moyenne, voire ratée en Formule 1. Donc on peut pas dire c'est pas Max qui est en Formule électrique, c'est pas Charles, c'est pas Georges, voilà, ils vont pas en Formule électrique. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très très important puisque en fait en Formule électrique, hein, c'est important de le comprendre quand même, comme ils ont commencé en 2014, ils ont des générations de moteurs électriques très avancées qui va leur permettre prochainement en effet d'atteindre des vitesses proches de la Formule 1 sur un tour. Le problème, c'est que actuellement, ils n'ont pas encore la possibilité de le faire sur un Grand Prix d'une heure et demie. En fait, la batterie tient pas, quoi. Mais prochainement, avec la nouvelle génération de moteurs, ils vont pouvoir passer ce cap-là. Et donc, Lucas se dit, en vendant évidemment sa petite pomme, hein, parce que ça fait un moment qu'il est en Formule électrique, il est en train de nous expliquer que la F1 va disparaître et que la Formule électrique, en gros, va prendre le pas là-dessus. Il oublie une chose quand même fondamentale. La F1, elle existe depuis 1950. Et puis, il a loupé un passage. Il y a eu le passage Netflix et il y a le benchmark maintenant de la marque. La marque Formule 1 maintenant, elle pèse énormément. Elle dispose de revenus colossaux. Donc, dans l'axe de réflexion déjà, on n'est pas bon. Avec l'argent que génère actuellement la F1, si elle a envie de se mettre au tout électrique, en fait, elle va juste aller piocher dans des ingénieurs de la Formule électrique et les ramener en F1. Et elle va littéralement éteindre la Formule électrique. Parce que la différence entre la Formule 1 et la FE, c'est que la F1, c'est un championnat d'élite du sport automobile avec les meilleurs pilotes du monde, avec la recherche en fait de challenges nouveaux chaque année sur des aires en fait sur plusieurs années où on change à chaque fois de réglementation pour reconstruire en fait une nouvelle identité de championnat. Alors que la Formule électrique, le but de ce championnat, c'est juste d'être tout en électrique. Voilà, c'est la base. Et or, le but de la F1, c'est pas d'être tout électrique. Le but de la Formule 1, c'est d'être la plus grande compétition du sport auto en termes d'exigence et en termes de pilote. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc si aujourd'hui, demain, la Formule 1 passe au tout électrique, c'est un des sujets de la F1. Mais en fait, la F1, elle a une réglementation, elle a des écuries en place, elle a des pilotes en place, elle a un système différent de fonctionnement, un système différent de points. Elle a un système différent de durée, enfin bref, ça n'a rien à voir avec la Formule électrique, donc Lucas, il vend sa petite pomme, mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire quand même, cette histoire des comparatifs avec la Formule E, et puis il dit, il y a des pilotes de F1 qui vont aller en Formule E, non, je pense qu'il faut arrêter un petit peu. Et puis, je pense que, au-delà de ça, je pense que la gestion de la Formule 1 en général et de Stefano Domenicali a été plutôt bonne sur ce début de pré-saison. Il y a eu en effet des découvertes hein, sur la gestion moteur, sur ce différentiel, notamment au départ, avec justement des écuries qui ont un start de folie, on va le voir, et d'autres non. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de mesures c'était très mesuré cette approche de la part de la FIA et par rapport du directeur de la F1 de dire attendez, on a une phase d'analyse, on lance une nouvelle réglementation, c'est assez nouveau pour tout le monde. Je pense qu'il faut le temps d'être mesuré, on est à l'écoute de tout le monde, des pilotes, des écuries, on peut réajuster le règlement. Et je trouve que le processus est vraiment bon. La manière de fonctionner est vraiment bonne. Il y a des fois où justement la Formule 1 marchait un peu en circuit autoritaire fermé, on va dire, c'est-à-dire que la hiérarchie d'au-dessus décidait, écoutait pas forcément les pilotes des écuries. Là, on sent vraiment que en fait, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Tout le monde est prêt à tester cette réglementation parce personne n'était satisfait de la réglementation précédente à effet de sol. Tout le monde a été plus ou moins déçu. Et là, le but, c'est vraiment de trouver en fait un bon équilibre
sur cette nouvelle réglementation qui prend une part importante avec l'électrique. Mais l'importance de l'électrique, elle va de pair avec ce que les motoristes en fait veulent faire. Donc les motoristes qui sont impliqués, Mercedes, Ferrari, Audi, Cadillac, etc. On sait que sur le marché de l'automobile, l'électrique prend une part énorme de marché. Donc évidemment, les motoristes engagés dans le sport automobile à haute compétition, ça leur permet évidemment de faire du développement de la R&D pour évidemment le peuple, la peuplade comme nous, qui utilise des voitures au jour le jour, on va dire. Donc voilà, c'est les motoristes engagés, en fait, c'est eux qui décident un peu aussi de l'orientation de cette réglementation, parce que c'est eux qui participent à ce championnat du monde quand même, faut pas l'oublier. Et avant d'attaquer le résultat évidemment de ce Grand Prix d'Australie attendu, on va revenir sur le vite fait très rapidement, hein, bien sûr, sur la pré-saison qui a conditionné finalement totalement le résultat de ce Grand Prix. À savoir une pré-saison dominée un petit peu hein, par Ferrari et Mercedes qui ont été quand même très présents aux avant-postes. Ferrari avec une très grosse fiabilité, avec un gros rythme de course, et les Mercedes. Les Mercedes tout simplement qui affichaient aussi un très gros rythme, le meilleur rythme. Et surtout, ce qui est important hein, cette nouvelle réglementation, et quand il y a une pré-saison, au-delà des chronos qui ont quand même une signification, on ne peut pas dire que les chronos n'ont pas de signification, mais ils ont une signification quand même mesurée, on a aussi le feedback, le ressenti, hein, le retour des pilotes et des écuries. On a très vite compris que Mercedes en avait un peu sous le coude et allait être un peu le favori de la saison. Mais on a aussi compris que finalement, les écarts seraient pas si énormes que ça et que ce quatuor de tête allait être encore un peu isolé. Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes. C'est le cas, on l'a vu hein, complètement encore à ce Grand Prix. Là, il y a vraiment les 4 écuries et le reste encore du peloton. Et puis forcément, dans cette pré-saison, il y a Aston Martin. Bon, Aston Martin, il faut en parler parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça a été une catastrophe dès la pré-saison et on va forcément ricocher, rebondir sur ce qui s'est passé pendant le Grand Prix. Aston Martin, déjà, il faut comprendre le contexte. Vous l'avez vu, Lawrence Stroll avec ses grosses lunettes, son argent et son fils, invalide des deux bras, le Canadien, qui veut pas, il veut pas partir en fait, c'est ça le problème. C'est une angoisse ce mec. Aston Martin donc qui a injecté énormément d'argent pour construire une infrastructure complète, refaire son infrastructure, refaire sa soufflerie, réengager évidemment des mécaniciens de qualité et surtout recruter Adrian Newey qui était un peu la cerise sur le gâteau d'un préparatif en fait d'une future Tom Team. Hein. Adrian Newey qui est voilà, le génie de la construction aérodynamique hein, qui a mené les Williams à la victoire dans les années 90, qui a conduit Red Bull à la victoire, enfin bref, voilà, qui a un palmarès et une reconnaissance sur le paddock énorme, colossal, et ils ont mis un billet énorme, évidemment, Lawrence Stroll. Alors, Lawrence Stroll, un billet énorme, pour lui, c'est 1 euro, c'est une baguette, quoi. Pour toi, c'est 18 appartes, mais bon, pour lui, c'est rien, quoi. Et le résultat de cette pré-saison, sur cette nouvelle ère, où, honnêtement, même moi, j'ai vraiment cru qu'Aston Martin allait justement entrer dans ce quatuor des top teams, aller en tout cas venir s'installer, peut-être en 5e place, mais très solide, mais beaucoup plus proche de ce quatuor. Et en fait, la pré-saison a été catastrophique. Aucune fiabilité, aucun rythme. L'écurie a fait franchement une centaine de tours, je crois, au total. Des problèmes mécaniques tous les jours de cette pré-saison. Alors en plus cette pré-saison elle a été assez exceptionnelle. D'habitude en Formule 1 en gros on a des tests de pré-saison. Alors ça a un peu évolué sur le nombre de jours mais globalement on a 3 jours de pré-saison. Là il y a eu une pré-saison en fait parce que comme la réglementation on l'a dit était extrêmement lourde, cette réglementation moteur électrique qui était une part d'électrique et de recharge électrique énorme, en fait on a fait le choix d'accorder plus de temps et d'accorder 3 jours de pré-saison supplémentaires et en fait Aston Martin a pas du tout répondu présent sur l'ensemble de ces 6 jours,
a montré une fiabilité catastrophique, qu'elle était très très loin des chronos, environ à 4-5 secondes des autres chronos, et elle l'a avoué, même Alonso l'a dit, on est très très loin, on est à 4 secondes, on ne peut pas aller au rythme des Mercedes, des Ferrari, c'est impossible. Et en fait, le virage a été complètement loupé. Et en fait, c'est d'autant plus une catastrophe que l'écurie a injecté, on l'a dit, énormément d'argent sur l'ensemble du niveau. La catastrophe est évidemment annoncée, a pointé le bout de son nez en Australie. Avant l'Australie, on a eu des propos lunaires, mais honnêtement, c'est pour dire à quel point Aston Martin est dans une crise énorme. Avec Adrien Noué qui nous dit en fait on a pris trop de retard, je crois qu'on a 4 mois de retard sur les autres. Mais comment ça a pu arriver? Je veux dire, comment c'est possible qu'une écurie comme Aston Martin, avec les moyens qu'ils ont, se pointe en Australie et 4 mois de retard de développement sur l'ensemble du plateau. Et puis 4 mois pour les rattraper, c'est fini. Je veux dire, la saison, elle est morte, elle est tuée. Si Aston Martin arrive à faire un travail incroyable, ils arriveront à terminer 5e du championnat. C'est tout. Déjà, c'est plié. Ils n'arriveront jamais à finir dans le top 4. Et il faudrait une remontada de folie à la McLaren, comme ils ont eu leur déclic phénoménal. Mais sinon, c'est archi mort. Et du coup, c'est déjà une saison très très dure, en fait, dès le début. On voit la mine désespérée de Fernando Alonso. Et ça n'a fait que empirer. À en venir, donc, l'origine et la compréhension de ce problème. Aston Martin s'est associé avec Honda. Honda a une histoire en Formule 1 quand même très forte, avec une belle réussite, notamment avec sa domination avec Red Bull, avec Sébastien Vettel. Et puis après, quand ils sont revenus aussi, avec Red Bull, encore avec Max Verstappen. Sauf que la méthodologie en fait des Japonais, qui est une méthodologie très intéressante, mais qui peut évidemment être pile ou face, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle réglementation, ils ne recrutent pas en fait des ingénieurs qui ont calé sur le sujet et qui vont exécuter en fait une tâche qu'ils connaissent déjà, des experts en fait dans le domaine par exemple électrique, et qui vont tout simplement appliquer la même chose qu'ils auraient appliqué dans un autre sport. Ils pourraient aller piocher par exemple en WEC, dans des sports d'endurance ou autres, pour la construction de leur moteur électrique Honda. Non, ils viennent chercher des profils neufs, qui ont une approche différente, créative, pour justement créer quelque chose de nouveau. Alors, honnêtement, c'est ce qui leur a permis aussi d'arriver au sommet précédemment. Mais là, le problème, c'est que c'est pile ou face. Et c'est du coup, là, ils se sont complètement loupés. Ils ont créé un moteur qui est pas fiable, qui est lent, qui fonctionne pas. Et actuellement, de par les pilotes, du retour des pilotes qu'on a, autant de Fernando Alonso que Stroll, c'est carrément qu'ils ont des secousses du moteur qui leur envoient des décharges électriques pendant qu'ils conduisent. On en est là. Donc le moteur n'est pas fiable, il leur envoie des décharges électriques. Et puis cette interview de Fernando Alonso qui nous dit « Je pense qu'on ne pourra pas faire plus de 25 tours au Grand Prix d'Australie ». Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, c'est quand même assez improbable, c'est que Lance Stroll en a fait bien plus des tours, mais Fernando Alonso a fait 37 tours au Grand Prix d'Australie. Lance Stroll en a fait 15 de plus. Aucun des deux n'a évidemment terminé le Grand Prix, parce que l'Aston Martin est incapable de terminer actuellement un Grand Prix, puisque la fiabilité ne répond pas présente, puis les pilotes en fait subissent des secousses tellement énormes et des décharges électriques qu'en fait ils peuvent même pas terminer le Grand Prix. Le problème sera absolument pas résolu en Chine, j'y crois pas du tout, puisque c'est dans une semaine. Et voilà, ils ont terminé bon dernier sur la grille. Lance Stroll s'est terminé dernier. Fernando Alonso, étonnamment, a quand même réussi à faire un chrono plutôt décent. C'était un peu la surprise, à 2 secondes 7, je crois, 2 secondes 8 de la pole. C'était honnête, puisqu'on l'attendait à plus à 4 secondes. Donc c'était vraiment pas mal. Mais là, c'est une déconfiture totale. Et puis forcément une déception énorme pour Lawrence Stroll, qui imaginait quand même son fils être champion du monde, évidemment, comme nous tous, cette année. Et là, malheureusement, Lance Stroll va encore devoir végéter en fond de grille, comme on dit. Eh oui. Bon, on aura couvert le sujet Aston Martin, mais pour moi, c'est un sujet quand même crucial sur ce début de saison, parce qu'évidemment, c'est vraiment l'écurie qui est passée complètement au travers.
En revanche, on va revenir sur l'ensemble des autres écuries. Globalement, après ce premier Grand Prix, je trouve que l'écart n'est pas si énorme pour une nouvelle réglementation. Encore une fois, on vient de commencer, c'est le début de saison. Je pense que tout le monde va s'ajuster, donc les écarts vont se resserrer. Et là, les écarts sont assez énormes, mais ils ont toujours été assez élevés hein, en Australie, surtout pour un premier Grand Prix. Mais je trouve que les écarts restent tout à fait raisonnables. Il y a une grande marge de manœuvre. Tout le monde est vraiment dans un aspect où ils essayent un peu de tout comprendre. Et on sent que Mercedes, justement, est assez rodé, a l'air d'être tout en maîtrise. Donc, on se dit quand même que le peloton derrière peut quand même revenir, resserrer et revenir d'ici la fin de saison quand même assez puissamment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce Grand Prix? En fait, la grille de lecture de la pré-saison avait un peu conditionné, je vous dis, le résultat de ce Grand Prix. Hein. On a découvert en pré-saison, au-delà du rythme de Mercedes, du rythme de Ferrari, de sa fiabilité, etc., on a découvert que le moteur Ferrari, au démarrage, avait une montée en régime très rapide. Voilà. Que la conception moteur Ferrari d'un bloc moteur beaucoup plus, compact, permettait en gros à la Ferrari de déployer en fait une puissance beaucoup plus rapide et donc d'avoir une accélération très forte, notamment au démarrage. Mais alors, une accélération, là pour le coup, c'est du vrai Mario Kart, c'est-à-dire qu'ils ont un champignon au départ qui fait que directement ils se retrouvent en tête. Donc on a assisté à des scènes de tests de pré-saison très drôles où George Russell par exemple se mettait en grille à la première place. Il tentait de démarrer en même temps que Lewis Hamilton qui se positionnait en 8e place et Lewis Hamilton le doublait avant le premier virage. Donc en fait, on avait compris déjà que tous ceux qui sont motorisés Ferrari, alors il n'y a pas que Ferrari, hein, Ferrari, Haas et Cadillac, ces trois écuries-là, allaient bénéficier d'un espèce de turbo boost au départ, mais qui est un avantage énorme évidemment, parce que ça veut dire qu'une qualification moyenne se transforme en quelque chose d'anecdotique en fait. Et lorsqu'on a vu les Ferrari donc, se qualifier, globalement à leur place, hein, même si c'est vrai que Hadjar n'était pas attendu là et que je pensais que les Ferrari en qualification seraient quand même un peu plus haut. Elles étaient quand même assez loin en qualification, 7 à 8 dixièmes je crois. Il y avait un vrai écart assez inquiétant, enfin, assez inquiétant. Oui, assez inquiétant quand même pendant les qualifs, qui s'est complètement réduit pendant la course, mais à 7-8 dixièmes. Et là, je me suis dit, Leclerc 4e, Russell 1er. Franchement, avec le turbo boost, Leclerc au premier virage, je pense qu'il est premier. Lewis Hamilton, pareil, il était 7e. Je me suis dit, il y a moyen qu'il soit même 1 et 2, mais à mon avis, il va finir au premier virage, il est 3e ou 4e. Bah, ça n'a pas loupé. Hein. Turbo boost, c'est parti. Leclerc se jette, il se faufile, il passe premier. Hamilton arrive à se débarrasser un petit peu d'Adjar et il passe en 3e place. Et là, il y a un sandwich autour de Russell. Et forcément, le vrai rythme de la Mercedes à ce moment-là, qui est, je pense, légèrement supérieur à la Ferrari, il est tronqué parce que Russell, il est derrière Leclerc et que c'est pas si facile de le passer. Et on va assister à un début de saison, un début de Grand Prix, qui est pour moi réussi par rapport à cette réglementation. Les deux vont jouer Leclerc autant que Russell avec leur moteur électrique, avec la puissance de leur moteur pour essayer de se dépasser, se redépasser à certains endroits du circuit. Et on va se régaler, franchement, pendant la première partie de Grand Prix. Et puis, il va y avoir un jeu du chat et de la souris entre les deux. Leclerc va conserver cet avantage jusqu'à justement cette intervention de la voiture de sécurité. Et là, Mercedes va choisir de rentrer ses deux pilotes, assez logiquement. Et Ferrari va faire le choix de rentrer aucun des deux. C'est une décision qui est à la fois contestable, mais qui n'est pas non plus un drame à ce moment-là. Parce que je pense que Ferrari a fait ses tests de pré-saison et a compris, et je pense que d'ailleurs l'avait compris mieux que avant en fait que l'ensemble du plateau. Donc c'est quand même une bonne décision à ce moment-là, qu'un seul arrêt suffisait. Mais là où Ferrari va pas tenir, c'est que là où ça va mal se transformer, c'est que donc elle choisit de ne pas rentrer au stand, Mercedes rentre au stand. Comme Mercedes anticipe cette rentrée au stand au moment de la virtual safety car, donc ils font un arrêt au stand qui leur coûte que 10 secondes, mais à ce moment-là, ils doivent quand même faire probablement un deuxième arrêt parce qu'il faut tenir sur le train de pneus actuel jusqu'au bout. Mais, et là c'est important, en poussant, je pense, aussi loin Ferrari, donc Ferrari en ne rentrant pas ses deux pilotes et en restant en piste, ils ont montré en fait la voie à Mercedes, ils leur ont montré, regardez en fait les pneus ils tiennent. Et du coup,
Mercedes s'est dit, bah, je pense qu'on peut aller au bout en fait avec les pneus durs, le train de pneus qu'on a monté très tôt. Et ça a été le cas. Donc pour moi, pas une grosse erreur de Ferrari. Oui, ils auraient pu rentrer Lewis Hamilton au stand. Est-ce qu'Hamilton serait resté devant Antonelli pour autant? Moi, je pense pas. Parce que le rythme, encore une fois, des deux Mercedes, il était quand même assez impressionnant. Euh, sur le train de dur, on a sorti quand même une plus grande différence que sur le médium. Quelque chose d'ailleurs qui se répète assez souvent d'ailleurs avec la Ferrari, ce rythme en médium qui est plutôt bon, mais le rythme en dur, souvent quand il y a une voiture qui a une supériorité sur le rythme en dur, c'était beaucoup plus criant. Mais en tout cas, honnêtement, le résultat final, il est assez serré entre les deux écuries. On a un Charles Leclerc qui finit à 15 secondes de George Russell, Hamilton qui finit à 16 secondes. Bah, ça reste assez serré tout ça. Et puis derrière, par contre, c'est vrai que McLaren, autant que Red Bull, on les a sentis quand même à la peine par rapport aux deux autres. Alors encore une fois, c'est le début de saison. Il y a encore de la marge. Mais c'est vrai qu'en Chine, on devrait encore se retrouver avec McLaren McLaren et Verstappen. McLaren et Red Bull, plutôt en deuxième ligue. C'est des écuries de top team, on va dire. Peut-être pas en capacité de se battre avec les Ferrari et les Mercedes actuellement. Mais en tout cas, il y a un vrai duel qui s'est installé. Et puis derrière, un milieu très compact, hein, vraiment un peloton très compact avec des As qui ont donc ce super boost au départ qui leur permet de se bien placer, des Racing Bull qui ont quand même un très bon rythme avec Hervé Limblad qui a fait un super Grand Prix, Audi qui a répondu présent et qui a pondu une voiture très très bonne, et puis Alpine. Ah, j'avoue un peu décevant Alpine par rapport à ce qu'ils avaient montré parce que pendant les essais de pré-saison, ils avaient montré Alpine que vraiment qu'ils avaient vraiment conçu une voiture assez redoutable. Je l'ai pensé un peu plus en avant, plutôt en leader de ce milieu de peloton. Et en fait, ils sont dans le paquet, on va dire, de ce milieu de peloton. Mais un milieu de peloton qui est vraiment très groupé. Et Williams, un peu en difficulté. Bon, je pense qu'ils ont la marge pour corriger le tir, mais tout ça reste assez groupé. Et Cadillac, pour faire un petit opus sur Cadillac à la fin, qui rentre vraiment, comment dire, avec la pointe des pieds en F1, qui a eu une pré-saison assez complexe, mais ils arrivent sur une période en F1 où la réglementation elle est très copieuse, et puis on l'a dit dernièrement en fait, la F1, il faut voir la différence avec As. As est rentré en F1 et directement ils ont fait 5e du championnat constructeur. C'était vraiment une performance remarquable parce qu'arriver en championnat, dans un championnat aussi relevé et terminer 5e, c'est exceptionnel. Mais As est arrivé au moment, vous savez, des débuts de saison Netflix. C'était l'écurie américaine qui arrivait et à ce moment-là, Liberty Media a lancé Netflix, etc. pour couvrir justement l'arrivée de As en F1. À ce moment-là, la F1 générait pas autant de profits. Depuis, la F1 a généré autant de profits. Bon, évidemment, ça attire l'argent des profils d'ingénieurs plus costauds, on va dire. En tout cas, ça se donne plus. Ça a relevé un peu le niveau de la compétition encore. Donc, évidemment, Cadillac ne débarque pas dans les mêmes conditions. Et puis, on n'attend pas d'eux, de toute façon, qu'ils soient dans le haut du milieu de peloton tout de suite. Mais ils sont, voilà, pour l'instant, en tout cas, ils ont fait leur premier apprentissage. Bottas a malheureusement dû abandonner. Mais Perez a terminé correctement. C'est une rentrée en gamme correcte pour Cadillac, qui évidemment n'a pas pour vocation de faire beaucoup mieux qu'aller essayer de chercher un point dans la saison. Ça sera déjà pas mal. En tout cas, le duel est lancé, c'est officiel, entre Mercedes et Ferrari en ce début de saison. Mais tout peut aller très vite. Et on a évidemment une situation, on la connaît tous au Moyen-Orient, qui est très impactante, puisqu'on a le Bahreïn et Jeddah qui sont à venir. Alors Jeddah qui était en plus un problème, un circuit qui pouvait poser problème pour la récupération électrique en ce début de saison, puisque quand il y a beaucoup de lignes droites, ça consomme énormément et on se retrouvait avec des batteries vides. Voilà, ça arrange presque la F1 que le Grand Prix saute. Il y a de grandes chances évidemment que ni Bahreïn ni Jeddah n'aient lieu. Et franchement, tant mieux. Déjà parce que ça réduit. Déjà parce que Jeddah, moi j'aime pas. Je trouve que c'est pas un beau circuit, c'est un circuit dangereux. Et aussi parce qu'il faut, je pense, que personne va se plaindre de réduire en fait ce calendrier qui est surchargé. Voilà, avoir moins de Grands Prix dans la saison, c'est apprécié
lorsqu'il y a un Grand Prix, lorsqu'il y a une compétition automobile. Voilà, on a une densité de Grand Prix qui est à 24, qui est pour moi au-dessus de ce qu'on devrait avoir. Pour moi, on devrait être autour de 20. Déjà, il y en a 2 qui sautent, là c'est bien. Ils ne seront pas remplacés, je pense que c'est quasi sûr, parce que la F1 n'a pas le temps de le faire. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sauteront, et on se retrouvera peut-être avec une vingtaine de Grands Prix pour cette saison. Et c'est très bien. Et attention, ça laisse, c'est quand même un petit malus qu'il faut noter pour Mercedes, évidemment, parce que Mercedes a un avantage et l'écurie à battre en ce début de saison. Et avoir donc 2 Grands Prix en moins en ce début de saison où elle a des performances, c'est laisser du temps pour les autres écuries qui peuvent amener des améliorations et justement refaire leur retard. Donc évidemment, pour Mercedes, c'est une mauvaise nouvelle, l'annulation de ces 2 prochains Grands Prix. En tout cas, direction la Chine pour le prochain Grand Prix, un circuit qui n'a absolument rien à voir avec l'Australie, où du coup le système de récupération d'énergie sera beaucoup moins sollicité de l'appareil électrique, un circuit beaucoup plus on va dire normal et un circuit très intéressant. Il y a des capacités de dépassement et bah écoutez, on va suivre ça avec plaisir parce que il y a du positif, il y a du négatif évidemment, notamment sur les départs avec cette peur évidemment, avec ce turbo boost évidemment. Le problème c'est qu'un départ beaucoup trop rapide crée une situation d'insécurité sur la grille. On risque de percuter en fait une voiture qui a pris un mauvais départ ou qui est très lente pour mettre ce système d'accélération. Voilà, il y a plein de choses à réajuster en ce début de saison, mais on va les découvrir petit à petit. On se régale. En tout cas, la saison est lancée. Mercedes est devant, Ferrari dans les rétroviseurs. Et ne jamais oublier McLaren et Red Bull. Direction la Chine, et c'est avec enfin bon, bien sûr.